Culture et mouvement de pensée pendant le régime britannique. Aujourd'hui, notre capsule va porter sur un seul mouvement de pensée, c'est-à-dire l'impérialisme. C'est un petit peu l'introduction à cette partie de matière-là. Et je rappelle que le régime britannique, ça va de la capitulation de Montréal en 1760 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867. L'impérialisme, donc, qu'est-ce que c'est? Si on prend la définition du dictionnaire Larousse, on nous dit que c'est la domination culturelle, économique, militaire, politique, etc., d'un État ou d'un groupe d'États sur un autre État ou un autre groupe d'États. Donc, si on avait la Nouvelle-France qui était dominée par la France, avec la conquête, ben, c'est la Grande-Bretagne qui va venir dominer ce qui va devenir la province of Québec. Donc, après la guerre de conquête, la Grande-Bretagne va imposer ses structures politiques sur le territoire de la province de Québec. Ce qu'on voulait à l'origine avec la proclamation royale, c'est que soit imposée la religion, la langue et les institutions britanniques comme la Chambre d'Assemblée, le gouvernement pas responsable, je dirais, mais un gouvernement, point, où est-ce que le gouverneur agirait en tant que substitut du roi. Sauf qu'au début, les gouverneurs, on le sait, vont refuser de mettre en place la Chambre d'Assemblée parce que les Britanniques sont en grande infériorité numérique. On dit qu'il y a 1% de Britanniques pour 99% de Canadiens. Donc, ça n'aurait pas été long que la Chambre d'Assemblée aurait été contrôlée presque entièrement par les Canadiens. Et ainsi, la Grande-Bretagne aurait perdu le contrôle de sa colonie. Et perdre le contrôle, c'est quelque chose que la Grande-Bretagne ne veut pas faire. Quand il va y avoir mise en place d'institutions politiques, par contre, à partir de 1791, elles vont être de modèle britannique, c'est-à-dire que le gouverneur va s'aider d'un conseil exécutif et d'un conseil législatif nommé pour rendre ses décisions et faire appliquer des lois. L'impérialisme, c'est aussi que la Grande-Bretagne contrôle l'économie de sa colonie, comme l'avait fait la France avant elle. Donc, le changement d'empire fait en sorte que la France n'est plus dans le portrait, c'est la Grande-Bretagne et c'est surtout le Parlement de Londres qui va imposer des lois et qui va organiser le commerce de la colonie. Donc, si on se rappelle, au début des années 1800, la France et la Grande-Bretagne sont en guerre, et en 1806, Napoléon impose un blocus à la Grande-Bretagne. Donc, la Grande-Bretagne répond à ça par les Navigation Acts, les Corn Laws et la mise en place du protectionnisme. Et ce protectionnisme-là, c'est-à-dire que la stimulation de l'économie canadienne, ça va durer jusqu'en 1846-1849. Après ça, ça va être le libre-échange qui va se mettre en place et le Canada va se trouver une autre façon de faire de l'argent. On dit aussi que l'impérialisme britannique est indissociable des notions d'assimilation et d'acculturation. Donc, ça va ensemble. Assimiler, acculturer, ça va avec l'impérialisme. Donc, là, les Britanniques, ils n'ont pas agi différemment au Canada qu'ils faisaient ailleurs. Ils ont fait ça partout. Okay? Donc, en voulant imposer le protestantisme dans la colonie, en limitant l'utilisation de la langue française, en interdisant l'accès aux Canadiens dans l'administration et en mettant en place des écoles anglophones protestantes, c'est sûr que la Grande-Bretagne visait l'assimilation des Canadiens. Un peu plus tard, suite aux rébellions de 1837 et 1838, le gouverneur de la colonie, Lord Durham, va écrire dans son rapport que lui, il recommande l'union des deux Canada, le Haut et le Bas-Canada, dans le but de mettre en minorité les Canadiens français et, ultimement, de les faire disparaître. On va les assimiler. Le problème étant la présence de deux cultures, de deux races, on dit, différentes. Si on en enlève une, ben, il n'y en aura plus de problème. Il y a des manifestations culturelles qu'on peut associer à l'impérialisme. Il y en a une, la première, c'est un roman. Ça s'appelle The History of Emily Montague, qui a été écrit par Mme Frances Brooke. Ça, c'est le premier roman qui a été écrit au Canada et ça remonte à 1769. Quelle sorte de roman c'est? C'est un roman qu'on dit épistolaire. Ça veut dire que c'est les personnages, il y a 8 personnages dans le roman, ils s'écrivent des lettres entre eux. Puis nous, on ne fait que lire les lettres. Il n'y a pas de dialogue tant que ça, c'est vraiment des lettres. Là. Ah bonjour, chère Émilie, voici ce qui se passe chez nous. Et on décrit dans ces lettres-là le paysage du Canada, comment est-ce qu'on vit ici. Et Emily Montague, entre Frances Brooke, décrit les Canadiens comme étant un peuple ignorant, paresseux et stupide. Donc, en disant ça, elle affirme la supériorité des anglophones et elle fait dire aussi à ses personnages plus tard que ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place une colonie où il y aurait une seule religion. Puis il faudrait faire ça le plus vite possible. Donc, implanter le protestantisme, faire disparaître le catholicisme romain et, dans le fond, au bout de la ligne, faire des protestants avec tous les habitants qui sont ici. Donc, c'est de l'assimilation, c'est de l'acculturation, ça aussi. Ce roman-là, il incarne vraiment le premier impérialisme qui va s'installer dans la colonie. D'autres manifestations, il y aurait l'importance qu'on va donner à la puissance de la Grande-Bretagne avec la colonne Nelson.
La colonne Nelson a été érigée dans le Vieux-Montréal, sur la place Jacques-Cartier, ce qu'on appelle aujourd'hui la place Jacques-Cartier, en 1809. Le personnage en haut de la colonne, c'est l'admiral Horatio Nelson, celui qui a battu les navires français pendant la bataille de Trafalgar. La bataille de Trafalgar, ça a eu lieu en 1805, le long de la côte espagnole. Et cette colonne-là date de 1809, et en 1809, il y en a une exactement pareille qui a été construite à Dublin, mais qui a été démolie dans les années 70, je pense, par l'armée républicaine irlandaise. La colonne, elle vient rappeler aux Irlandais et aux Canadiens que la Grande-Bretagne, c'est une puissance militaire. Et elle dit aux Canadiens, c'est encore pire, regardez, les Anglais, on a encore battu les Français, pareil comme on vous a battu en 1760. Fait qu'on est là pour rester. C'est comme une double humiliation pour les Français. Vers 1860, les Canadiens anglais vont ériger une statue de la reine Victoria dans un petit parc qu'on appelle le Square Victoria aujourd'hui à Montréal, dans la partie ouest du Vieux-Montréal. Donc, en érigeant une statue de la reine d'Angleterre, les Canadiens anglais veulent démontrer leur attachement à l'Empire britannique. Ça a été mis en place, on ne voit pas bien la date, mais en 1860, juste avant le début de la Confédération. Donc, l'attachement des Canadiens envers l'Empire britannique, c'est une manifestation de l'impérialisme aussi, mais de la part des Canadiens. Et c'est ce qui met fin à cette petite capsule sur culture et mouvement de pensée pendant le régime britannique.